Ouais, il faut que tu fasses un clap en regardant, tu dis ce que tu veux. Prise 1. C'est sûrement la dernière. Allons-y. Ok. Bon, c'est la continuité de notre déjeuner, c'est trop bien. Ouais, si je m'écoute vraiment, je dirais que notre série vidéo, là, comme à la maison, machin, peu importe, on s'en bat les couilles du nom, en fait, c'est fait exactement pour toi. C'est dans la continuité de notre discussion depuis 2 heures, là, de notre lien, etc. C'est un moment là, tu voulais protéger tes baskets et ne pas montrer ce qu'il y avait dessous. Mais c'est trop bien, elles sont propres tes baskets. Ouais, mais pas assez. Oh, pas assez, ok, très bien. On va commencer par un truc. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est Mathieu, l'humain. Même si on en a parlé, tant pis, on va le répéter. C'est qui tu es. Si tu devais te raconter, imagine, moi je connais ta chère et tendre, Marie-Michel, ou peu importe qui. Si on appelle quelqu'un chez toi, la personne qui te connaît le mieux, ou toi, comme tu veux, Ouais. tu dirais quoi de toi? Comment tu te raconterais? Ben, je dirais qu'à la Professionnel, base... je m'en bats les couilles. Hein. Non, c'est ça. Je pense qu'à la base, je suis quelqu'un de très sensible et qui a transposé sa sensibilité dans sa vie professionnelle à travers des métiers, que ce soit le design graphique, que ce soit la création publicitaire, la conception-rédaction et même la direction d'entreprise, voire même d'un petit groupe là, qu'on essaie de bâtir chez Camden à l'international, qui a investi sa sensibilité au service de la créativité, au service de l'atteinte d'objectifs et d'ambitions qui voulait dépasser, en fait, ce qui n'avait jamais été fait dans ma famille, en fait. Moi, mon père travaillait à l'usine, ma mère est enseignante et j'ai toujours eu l'ambition, depuis début vingtaine, d'achever des trucs puis de faire honneur à ma famille. Prouver. Oui, prouver. Prouver. Oui, prouver. Pour toi, pour ta famille? Oui, pour moi, pour ma famille, pour prouver aussi pour le Québec, si on se recule un peu. Ah, carrément! Parce que le Québec, on est un petit... Tu vas sortir le drapeau ou pas du tout? Non, pas tout de suite. Par contre, je suis très critique du Québec, mais je suis aussi critique qu'amoureux de mon pays. Et quand je parle de mon pays, je parle du Québec parce que pour moi, le Québec, c'est un pays, c'est une nation. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, le Canada est un grand pays que j'admire tout autant. Mais moi, je viens du Québec. Puis le Québec, on est... Jusqu'à tout récemment, là, on est 9 millions. Ça a été annoncé récemment. On est 9 millions dans une mer anglophone. Puis les Franco au Québec... Il faut qu'ils prouvent. Oui, parce que c'était les anglophones qui réussissaient en affaires. Ouais. Puis c'est rien contre eux. Au contraire, sûr, absolument. C'est des questions, il faut exister au milieu de tout ça. C'est des questions sociaux. Tu sais, nous, on travaillait dans les usines. On nous décrivait comme des porteurs d'eau. Ça te va bien, moi, je trouve. Ouais, je n'ai pas trop de patience pour ça, mais néanmoins, tu sais, réussir, on est dans les premières générations d'entrepreneurs au Québec qui essaient des trucs, qui ont le courage d'essayer des trucs, de sortir de leurs frontières, de défier. On a vu le Cirque du Soleil, on a vu des agences comme Sidley qui ont percé à Paris, qui ont percé ailleurs dans le monde. Bon, évidemment, il y a Céline, elle nous a rendu très fiers récemment lors de la cérémonie d'ouverture, mais je suis pas fan en passant, mais elle m'a tiré une larme. De quoi, des Jeux Olympiques ou de Céline? En fait, des deux. Oh, salaud! Mais... Tu te démerdes avec ça maintenant, vas-y. Oui, absolument. Mais non, la France a fait un boulot magnifique. Mais tout ça pour dire que le Québec, on a un besoin aussi de sortir, de prouver. D'être fier, de prouver. OK, donc ça résonne avec toi, ta quête personnelle. Exactement. Donc, ma quête personnelle se lie à une quête sociologique. OK. Et tu dirais que tu as réussi à prouver? Absolument pas. OK. Parce que je pense que le jour où on croit qu'on a réussi à prouver, on est mort. Et vraiment, je ne crois pas qu'on a encore accompli à ce jour le tiers ou même le dixième des ambitions que j'ai pour Camden. Et je crois qu'on doit encore affiner le tir et devenir toujours meilleur pour y arriver. Raconte Camden, ce que c'est quand même. Mais Camden, que les gens ne te connaissent pas. Enfin, si, je sais que tu es connu mondialement, mais Camden, c'est une toute petite boîte de Montréal. Une petite boîte de Montréal. Tu dis vraiment ça, quoi? Oui, à la base, on était 7 employés dans un bureau du 7-8 employés dans un bureau du Vieux-Montréal. Marie-Michel, Jacques, qui est devenue présidente, et moi, on a acheté cette petite boîte-là pour en faire l'agence de nos rêves. Pour ce faire, on s'est doté d'un plan. On s'est dit, bon, on va essayer de suivre une ligne. On ne va pas improviser. Bon. Évidemment, le plan a changé depuis, mais
Et après l'avoir acheté, après avoir bâti un service média, un service digital... T'as racheté quand? On a racheté en 2012. 2012. 2012. Moi, j'ai débuté en 2005, Marie-Michel en 2007. Et en 2012, on a racheté Camden. On a racheté Défi Marketing, qui est devenu Camden, qui était l'agence de nos rêves. On a bâti l'agence de nos rêves. On a déménagé dans un local. Écoute, on était à 8-9 dans 600 mètres carrés. Et, Ouais, c'était bien. oui, ça respirait beaucoup. Grave. Ça respirait beaucoup, mais les factures, le Ah, loyer, ouais, ça c'est venait autre assez chose. vite à la fin du Ouais, mois. ben, la liberté, ça a un prix. Hein. Exact. Donc, on a fait ça, mais on a rapidement fait des acquisitions à Montréal. On a fondé un bureau à Toronto. On a fait l'acquisition majoritaire d'un bureau lyonnais, qui était notre première incursion à l'international, qui est devenu Camden ici et même Camden France. Là, on prend de l'ampleur en France, agence d'année cette année. Et en 2020, on a fondé notre bureau à Hong Kong, en Asie, sur une occasion excellente de percer ce marché-là. C'est ta première expérience entrepreneuriale? C'est ma deuxième. Moi, j'ai démarré mon studio de design à 22 ans, OK. pure génération X. L'année dernière. Moi, il n'y avait pas de... Oui, oui. Mais moi, c'est pas compliqué. On finissait les études, il n'y avait pas de boulot. Ouais. Donc, il fallait rebondir. Donc, il fallait rebondir. On essayait de bâtir nos trucs. On essayait de... OK. Donc, oui, moi, je suis parti sur ma propre structure avec un ami. Et 8 ans, 9 ans plus tard, on s'est séparés. Et rapidement après, j'ai joint Défi Marketing qui est devenu Camden et compagnie. Camden Etat. OK. Tu dirais que tu arrives à t'exprimer. C'est une vraie... parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est... on a un feeling, mais après, on met en œuvre. Et tu dirais que tu arrives à t'épanouir et ça répond à quelque chose de très fort chez toi. C'est quoi ta lecture de ce truc-là? Bien, je dirais que l'épanouissement, c'est un truc qui est variable et ça dépend de où on est dans notre carrière. Ouais. Jusqu'à récemment, je m'épanouissais beaucoup et à un certain moment, je ne m'épanouissais plus du tout. Tu développes ça? Et, Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'à un moment donné, certains éléments de l'ordre de l'opérationnel, des RH, méritaient plus que me drivaient à bâtir plus et mieux. C'est-à-dire que ça te coûte plus que ça t'épanouit? Exactement. Donc, OK. il a fallu que je prenne une petite pause et qu'on redéfinisse les rôles pour que... Au sein de la structure? Oui, au sein de la structure, de la haute direction, pour que moi, je sois sur un X qui me va Ouais. et que je sois vraiment focus sur mes aspirations personnelles, qui est essentiellement la construction de notre rêve. Et pour nous, ben, on a fait peut-être, encore là, le tiers, le quart du boulot. On a une belle infrastructure, on a une bonne base, on est capable de la décupler, de la décliner, de la disséminer sur la planète, mais il faut le faire. Et en même temps, on doit négocier avec les aléas économiques, les aléas sectoriels. Ouais. Et on sait que ce n'est pas facile nulle part. Du on tout. discutait récemment avec des gens chez vous là, Ouais. du fait que dans aucun des marchés, c'est facile présentement. Mais il faut négocier avec ça. Oui, bien sûr. Et donc, Marie-Michel livre les résultats comme présidente du groupe Camden, livre les résultats. Et moi, ben, ma mission, c'est de livrer la planification stratégique 2025-2030. Tu dirais quoi de ta singularité personnelle et du groupe finalement? C'est quoi qui... Nous, on est très attachés à défendre la singularité, la nôtre évidemment, et celle de nos clients. Toi, tu dirais quoi de ta singularité et de Camden de manière générale? C'est quoi votre différenciation? Ben, je dirais, pour Camden, c'est assez simple. On est un peu le meilleur des deux mondes entre les grands groupes, un peu lourds, un peu qui ont des comptes à rendre à des... C'est ça, à des sponsors. à des fonds ou à des aides à l'international. Et les agences boutiques qui peuvent être très performantes dans les marchés locaux. Nous, on essaie de joindre les deux. Donc, avoir un groupe d'agences boutiques ultra performantes, ultra pertinentes dans les marchés locaux, mais qui peuvent bosser entre elles pour amener des clients internationaux dans le marché intermédiaire à de nouveaux sommets et à beaucoup d'optimisation sur leur budget marketing. Alors, moi, je suis quoi? Je suis un peu le porteur de cette vision. OK. Et je dirais le porteur intuitif de cette vision. Intuitif, si j'adore. Mais je crois que l'intuition, au bout du compte, c'est pas un truc qui est de l'ordre de la magie. C'est souvent la reconnaissance inconsciente de patterns très, très multiples qu'on n'arrive pas à rationaliser. Ouais. Donc, on apprend en vieillissant à reconnaître les intuitions pour ce qu'elles sont et à parfois écouter les bonnes et parfois tasser ça. Donc ça c'est un truc que tu as en toi. Et tu arrives quand même à le diffuser, ce truc-là? Parce que ce que tu dis, c'est compliqué à le poser, ce côté pattern et compagnie, parce qu'il y a une dimension intuitive, d'un côté un peu presque irrationnel, parce qu'il y a plein d'inputs.
C'est ça que tu dis, hein? Oui. Et tu arrives quand même à que toi, tu aies ce truc-là, et c'est en toi, c'est ton ADN, mais arrive à le diffuser au sein du groupe Camden et autour de toi. Tu y arrives? Je dirais que je travaille fort. Est-ce que j'y arrive? Je crois que j'y arrive par moment. Je crois qu'à certains moments, j'y arrive pas. OK. Mais je tends vers une meilleure vulgarisation et une meilleure explication de la vision à l'ensemble des gens du groupe. Je crois que les gens du groupe adhèrent énormément à ce que j'amène comme énergie Ouais. puis comme vision. Est-ce qu'ils comprennent toutes les nuances de ce qu'on L'entièreté de ton truc, fait ouais. sur le long terme? Certains oui, certains ça les Évidemment intéresse que non, moins, bien sûr. c'est pas grave. Mais moi, je travaille fort pour y arriver. Mais je ne prendrai jamais pour acquis que tout le monde comprend et que c'est clair. Je dois me mettre moi-même la barre très, très haute sur ce plan-là, en tout temps. Tu dirais que Camden te rend heureux? Je dirais la moitié du temps. Ah, t'es chiant. T'as un côté normand, genre demi-mesure, quoi. Oui, parce que Oui, parce que, comment ça? si Camden me rendrait heureux 100% du temps, comment je pourrais donner un sens à mon bonheur si je ne vivais pas un peu Oh la vache, tes questions de merde. Ok, très bien. Mais c'est vrai. Ouais, très bien. Tu sais, quand on vit des époques, là, des périodes de crise ou des périodes d'instabilité économique, bien, ça nous force à développer des réflexes, à se relever les manches, à se restructurer, à répondre à des enjeux clients qu'on n'avait pas précédemment. Et lorsqu'on y arrive, lorsqu'on réussit, bien là, on vit les grands bonheurs. Ok. Mais on vit les grandes incertitudes bien aussi sûr. avant. Donc, pour moi, il y a un moitié, yin et middle. le yang Middle. qui est incarné par l'industrie, par les besoins, par les aspirations, puis aussi par Marie-Michel et moi. Marie-Michel est une femme, une leader Marie-Michel, calme. pour situer, pour dire les choses, Oui, c'est ta compagne, oui, et en même temps, c'est la présidente du groupe. absolument. C'est ça. Absolument. Mais on a à la base une chimie Oui, oui. en affaires ensemble. J'adore. On a été- Chimie, c'est beau, hein? On a été Ah, presque... t'as toujours le bon mot, toi. Oui, non, mais Une chimie. mais on a été presque... Qu'est-ce que c'est beau, une chimie? Oui, c'est pas parce qu'on parle avec l'accent qu'on Ouais, a ouais. les bons mots. Mais on a presque 10 ans d'expérience avant de devenir un couple, donc en affaires. Et à la base, je crois pas, moi, aux alliances de gens qui se ressemblent trop. Je crois qu'on doit s'allier avec des gens très Un peu complémentaires. Et là où moi, je suis un peu sanguin, Un peu. un peu impulsif, un peu impatient parfois. Casse-couille. Ouais, un peu. Elle est calme. Elle a un leadership stable, où l'émotion a un rôle, a un rôle qui est moindre que dans mon pattern. Et je crois qu'ensemble, Il y on a fait un team, créatif et un gestionnaire, en fait, c'est ça un peu ce que tu dis? Oui, C'est pas si simple que ça, c'est pas si binaire que ça. Ouais, mais c'est un peu ça l'idée? je dirais pas sur l'axe de la création, parce que Marie est très créative et elle comprend très, très bien la création. D'ailleurs, c'est peut-être une des membres de Camden qui comprend le mieux la création. Mais je dirais oui, on se complète je dirais davantage sur l'angle sanguinité, impulsivité, Il y a un tronc commun. pulsion versus temporisation, organisation, bien faire des choses, etc. OK. Si tu as 25 ans, donc tu reviens 15 ans en arrière, si tu parles au petit garçon, Mathieu, tu lui donnes quel conseil? Tu lui dis quoi? Ben, je dirais de se calmer les nerfs, de respirer plus. Lorsqu'il sent des grandes bouffées d'émotions, qu'elles soient positives comme négatives, ben de ne pas les porter ou de ne pas les voir trop loin dans le temps. Donc d'être plus dans le moment présent? Oui, tout change très vite. OK. Et on a souvent l'erreur de s'imaginer lorsqu'on est pris dans un problème que le problème va être éternel, ou lorsqu'on vit un grand succès qu'on est sur le toit du monde. Ouais. Alors, Dans les deux cas, c'est pas le cas. Non. Je dirais, calme-toi les nerfs. C'est ça que tu dirais? Oui, je dirais, au petit garçon, à Mathieu le petit, tu dirais, et je dirais le truc qu'on a entendu pendant la pandémie, ça va bien aller. Ça va bien aller. Calme tes nerfs, ça va bien aller. C'est ce que je lui dirais. OK, trop stylé. OK, très bien. Si tu as souvent de plus en plus en tout cas, tu me diras si j'ai raison, mais tu as de plus en plus des coups de gueule sur l'humain, sur le marché, sur les postures de business, etc. Déjà sur les postures de business, ma question, c'est un post que tu as rédigé il n'y a pas très longtemps, et que j'ai kiffé d'ailleurs. Tu dirais quoi de ce truc-là? Je veux bien que tu en parles un peu de ce truc-là, où on sent que ça même si tu l'arrondis un peu parce que tu es quelqu'un d'intelligent, de malin et de poli quand même globalement, mais tu dirais quoi de ce truc-là, de ton coup de gueule sur les postures hypocrites du business et ce concours de Kiki et compagnie? Je dirais, respectons les audiences, respectons nos publics.
On parle à des gens sur les réseaux sociaux. Ces gens-là ne sont pas idiots, ils ont vu neiger. Bon, ils ont des niveaux d'expérience différentes, bon, les audiences sont différentes, mais quand on s'imagine qu'en gommant tout et en exprimant une réalité qui est de l'ordre du rêve, tu sais, le ciel est bleu, bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On admet nos propres faiblesses. On admet notre propre incapacité à se livrer comme on est. On grandit. Comment tu expliques ça? Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, parce que c'est la peur. C'est la peur de quoi? Ben, c'est la peur du jugement. C'est la peur d'envoyer un signal que notre groupe n'est pas assez fort, qu'on n'a pas assez de vent dans les voiles, qu'on n'est pas la prochaine grande agence du monde, alors que personne ne l'est. C'est une illusion tout ça. Et on grandit les humains en partageant nos vécus. Et comment tu expliques cette dérive un peu de moins en moins se montrer, moins en moins montrer sa fragilité? Comment tu expliques ce truc-là, cette dérive un peu? Parce qu'il y a une forme de dérive. Bien, je crois que la vie est dure. Elle est dure pour tout le monde. Et je crois que plusieurs préfèrent vivre dans cette espèce d'illusion de fantasme, en fait, sur l'image externe, de posture, de succès, plutôt qu'avoir à négocier dans le dur sur les vrais enjeux qui animent notre industrie. L'industrie des agences créatives n'est pas une industrie facile. C'est une industrie difficile. Il y a l'IA, il y a plein de facteurs. La posture post-pandémique des équipes, la productivité qui est un grand tabou. Ouais. Comment on arrive à avoir des équipes plus productives sans les taxer en temps sup? Combien d'agences font leur profit sur le temps sup? C'est un grand tabou, ça. Est-ce qu'on est capable d'accepter que notre agence fait des profits sur du temps supplémentaire non rémunéré? Moi, je ne l'accepterai pas. Et je ne l'accepterai jamais. Et quand je vois des concurrents qui font comme si tout est parfait, je n'ai pas à l'accepter. Je peux le dire. Et je n'accepterai pas la bouillie pour les chats qu'on nous sert. Et je crois qu'on a un devoir d'honnêteté. On parle souvent d'authenticité, de bienveillance, ouais, je vais venir, t'inquiète. d'empathie. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas un premier devoir de dire, en gros, ça ne veut pas dire non plus d'enlaidir les choses. On a le droit aussi de mettre l'éclairage où on le veut, là, sur nos réussites. Là. Nous, on va gagner des prix bientôt, on va être très heureux de le dire. Ça va être positif quand même. On a le droit, là. Mais est-ce que ça veut dire au contraire de gommer tout ce qui est positif? Non, absolument pas. Il faut faire attention à ça. Et à un moment donné, il y a un bris de confiance. Dérive? Oui, je pense qu'il y a un bris de confiance à un moment donné. Les gens suivent de moins en moins les comptes corpos. Pourquoi? Parce que les comptes corpos sur LinkedIn, par exemple, tout est beau, tout est parfait tout le temps. On fait 25 annonces d'embauche dans l'année et on dit qu'on est en croissance à chaque fois. OK, donc tu es rendu depuis 10 ans à 300 employés. Non, j'en ai 30. OK, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne sont pas cons, les gens savent calculer les choses. Tu crois que les gens voient la diff entre le discours et la réalité? Tu vois que les gens perçoivent ce truc-là? Ben oui, parce que les gens parlent à des gens. Tu sais, je veux dire, même chez les jeunes, les alternants passent d'une agence à l'autre, ils discutent, ils partagent énormément leurs expériences. On doit faire attention à ces jeunes. Donc tu dirais qu'il y a une forme d'hypocrisie, oui, un peu déconnectée de la réalité et de ce que les gens savent? Bien, je le crois, c'est comme si pour jouer la game, entre guillemets, corporative, ouais. On doit toujours dire des belles choses. Ouais. Tout est beau, tout est ordinaire. Tout est beau, tout est parfait. Ma boîte va bien. Ouais. Bon, je ne dis pas qu'on doit étaler nos problèmes au grand jour tout le temps, mais il y a une marge. Il y a une marge entre laisser croire qu'on vit sur une planète rose là, et la réalité. Moi, comme dirigeant, j'ai mon compte perso. Je dis ce que je crois et ce que je pense sur mon compte perso. Le compte de l'agence sert à valoriser, oui, les comptes, les projets qu'on réussit. Mais quand je vois d'autres dirigeants qui utilisent leur compte perso pour faire que des trucs qui sont de l'ordre des relations publiques, ben, je trouve ça dommage. Je trouve qu'ils perdent une occasion. Donc, tu es en train de dire que... Est-ce que tu dirais... Je vais faire des raccourcis philosophiques, etc., mais on s'en fout. Tu dirais qu'il y a quand même une perte d'authenticité, globalement, entre le pro et le perso, à travers les réseaux sociaux, à travers les postures, à travers l'hypocrisie, enfin tout ce que tu es en train de dire. Tu dirais qu'on est en train de se perdre en termes de sincérité? Je crois qu'il n'y en a jamais eu. Oh la vache! Je crois qu'il n'y en a jamais eu, mais que la sincérité et l'authenticité est de plus en plus importante. Et on perçoit de plus en plus le décalage entre la réalité de ce qu'on dit. Et tu dirais qu'il y a de plus en plus de gens sincères ou de moins en moins de gens sincères? Je pense qu'il y a des gens qui veulent être sincères, mais qui ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment le communiquer. Tu sais, moi, là, je vais être le dernier à lancer la pierre. Je sais que c'est dur de diriger une entreprise. C'est dur de vivre les hauts et les bas. Je vais venir, ça. C'est un des sujets, ça. Mais
on n'est pas tous outillés et souvent, on a peur de desservir nos entreprises en disant la vérité. Ça, c'est un fait. Ok, bah, je vais rebondir dessus. Justement, raconte-moi un peu ça fait un paquet de temps que tu as racheté Camden, etc. et que tu es dirigeant. Justement, tu dirais quoi de ton expérience? Les, les succès, le bonheur que ça provoque chez toi, parce que ça forcément ça en procure, mais aussi tout ce que tu as découvert et tous les inconvénients et tout ce que ça signifie en fait de gérer une boîte. Tu dirais quoi? Ben, je dirais que Camden m'a amené infiniment plus que ce que je croyais qu'elle m'amènerait. Ok. Je crois aussi qu'elle m'a infligé des douleurs que je n'osais pas croire possibles. Développe ça. Douleurs, début de confiance, des attentes, des projections dans certaines personnes qu'on voyait avec nous longtemps. Sous-entendu Et des déceptions. Et qui partent. Sous-entendu des déceptions. Oui, des déceptions, mais aussi le fait de nous-mêmes parfois décevoir des gens. Donc, c'est pas. Moi, je suis pas là pour dire des gens n'ont pas été corrects avec moi, des gens m'ont trahi, etc. Oui, c'est arrivé. Mais moi aussi, j'ai déçu des gens. Ouais. Et on vit dans un univers de perception et raccorder les différentes perceptions, c'est très difficile. Donc, en bout de ligne, Camden m'a apporté beaucoup, beaucoup de. Puis tu parlais parfois, tu sais, quand je parle du yin et du yang, des grandes joies, des joies difficiles à exprimer tellement elles ont été grandes, notamment lorsqu'on a fait le lancement ici à Lyon au sucre, à la sucre, en 2018. Ça a été un des plus beaux moments de ma vie avec ma maman qui était là Bien sûr. et tout ça. Et des moments où parfois je remettais tout en cause parce que je me disais, je ne peux pas croire qu'on peut évoluer dans ce monde. Donc, Si tu devais pointer une déception et un bonheur, enfin, tu as compris, si tu devais synthétiser ce qui t'a rendu le plus heureux et ce qui t'a déçu le plus dans ton expérience d'entrepreneur. Ce qui m'a rendu le plus heureux, moi, là, c'est des belles victoires par des gens qui portent le projet Camden à l'extérieur de moi, de Marie-Michel, notamment ici à Lyon. Donc, qui incarnent, quoi. Donc, qui ont incarné et qui se donnent à fond. Et ça, c'est la plus grande fierté que j'ai ressentie. OK. Après ça, sur les plus grandes déceptions, ça a été de voir partir certaines personnes qui étaient tout proches de nous et qu'on voyait très, très loin et qui finalement n'avaient pas à cœur l'agence comme on le croyait qu'elle l'avait. OK. Tu dirais quoi de... Ma question est piège, hein, je te préviens. Tu dirais quoi de l'humain en général? Et me filoute pas parce qu'en fait, on en a parlé il y a 2 heures. L'humain est très souvent décevant. Ouais. Et ça, c'est un grand tabou. Il est décevant parce que l'humain a à cœur son propre sort. Et que le sort du collectif est souvent contraire ou dissocié du sort individuel. Puis je pense que ça amène des Tout le monde ne le dit pas, ça. notamment dans T'as raison, c'est tabou de ouf. Et notamment dans la gestion des ressources humaines, on est sur des positions très difficiles. Des positions très, très difficiles. Moi, comme dirigeant, je fais très attention. J'aime nos équipes, mais je les respecte et jamais je vais tomber dans des zones trop personnelles. J'aime évoluer justement dans le partage et dans l'aide. Moi, comme chef de la direction, je dis toujours, je suis à votre service. Vous n'êtes pas à mon service. Moi, je suis à votre service. Si j'arrive à fluidifier le quotidien de nos gens, ben, je fais déjà un bon boulot. Puis après ça, arriver avec la nouvelle business et tout. Mais l'humain est très souvent décevant. Et je dirais même au sens général du terme. Oui, et je dirais même qu'on a tous en nous de grandes parts qui nous déçoivent nous-mêmes. Donc, c'est pas uniquement de voir les autres comme des gens qui sont pas bons. Nous-mêmes. On a nos propres parts d'ombre. L'humain en général, et nous y compris, en fait. Donc, rendu là, je serais le dernier à lancer la pierre. OK. Une question qui n'a rien à voir. En même temps, c'est un peu lié, mais on s'en fout. C'est une question un peu philosophique, peu importe, on s'en fout. Il y a un vrai sujet, tu parlais tout à l'heure d'IA. Tu parlais de l'IA, etc. L'IA, en fait, le principe de l'IA, le modèle structurel et technique de l'IA, c'est en gros de choper de la data, de la concaténer et en gros de servir des modèles qui finalement, ça revient presque à un copier-coller. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Un peu. Je fais un raccourci, mais c'est un peu ça dans le concept. Et en fait, alors qu'en fait, si tu prends chaque dirigeant, et tu es un très bon exemple de ce truc-là, chaque dirigeant de boîte cherche déjà il est singulier, il va chercher à développer et à valoriser sa singularité pour se différencier sur son marché. Et en fait, quelque part, tout ce qui est fait, l'IA et tout ce qui est développé à travers la techno en particulier, pousse à quelque chose de très générique.
Tu vois ce paradoxe entre ce développement technologique, l'IA, qui vient faire des copier-coller, qui vient finalement désingulariser, alors qu'en fait, la quête d'un entrepreneur et d'une boîte, c'est au contraire de valoriser sa singularité. C'est quoi ta lecture de ce paradoxe, tu vois, cette contradiction? Oui, je comprends très bien. Je te remercie pour ma question qui n'est pas toujours claire. Des fois, Claire me dit comprends. souvent, tes questions durent 5 minutes, on comprend rien ce que tu dis. Non, mais je comprends. Je suis heureux que tu me comprennes. Non, je comprends la contradiction que tu amènes. Je crois que l'IA a une utilité pour l'instant. Puis, je n'essaierai pas de faire mon devin sur l'avenir de l'IA. Non, tu peux pas. OK? Bon, je ne vous dirai pas ce qui se disait récemment sur les métaverses. Non, faut pas. OK, bon. Faut pas faire ça. On a vu. Bon. Oui, grave. Mais n'en demeure pas moins que l'IA nous permet, par exemple, en analyse d'un dossier, de cruncher, entre guillemets, des milliers de pages d'analyse qualitative, quantitative, d'analyse en quelques instants. Ouais. De manière assez efficace. Ça, c'est très Donc, c'est un concret. outil d'aide? Oui. Donc, moi, je ne le vois pas sur l'output final. Du tout. Mais tu dois avoir quand même la tendance de marché Mais qui te dit, en gros, vos contenus générés par l'IA, vos images générées par l'IA. ouais, non, tu mais vois nous, ce truc nous, de... on n'est pas là-dedans. Non, mais je parle pas de Camden, je parle de la Non, tendance je sais. Mais la réalité, c'est qu'il y a deux enjeux. Il y a deux enjeux de l'IA en agence créative. Le premier, c'est l'output. Justement, faire une campagne avec du out of home, avec des photos créées par l'IA, générées par l'IA. Bon, nous, on n'est pas là. T'en fais pas du tout, ça? On a fait des trucs, OK. mais on l'a admis. Et on a même, et ça va être annoncé sous peu, et même on va se servir de ce qu'on a épargné en photo en réinvestissement dans des bonnes causes. OK, c'est on veut le faire de manière assez intelligente. Trop bien. Ça va être annoncé sous peu. Mais l'IA en avant-vente, c'est magique. Si moi j'ai une idée, moi, je parle d'un directeur de création chez Camden a une idée. Avant, il faisait quoi? Il rafistolait des Photoshop. Il allait prendre des photos lui-même. Il y avait un temps de malade de travail. Ouais. Où il passait des dizaines, voire des centaines d'heures à faire du shoot spéculatif. Ouais, bien sûr. Mais moi, je pense que l'IA peut nous permettre de hacker les attentes en gestion du risque des clients par rapport aux produits créatifs. En avant-vente. Et les impératifs d'une agence qui doit aussi être rentable et qui ne peut pas investir dans des dizaines, voire des centaines de dossiers constamment en investissant des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc, si on est capable de mettre l'IA au bon endroit, en fait. De mettre l'IA au bon endroit, notamment en avant-vente, ça va. Je crois qu'en strat, on peut servir de l'IA beaucoup pour cruncher énormément de données et gagner du temps pour que l'investissement de l'agence soit davantage sur des trucs humains, qualitatifs, qui ne pourraient pas être issus de l'IA. Donc, pour moi, c'est un déplacement des budgets qui peut être intéressant. Donc, je le vois comme une opportunité. Mais le raccourci il y a plein d'agences, des petites agences qui essaient de, comme tu dis, en tout cas de cranter sur le business et de choper des opportunités qui promettent l'IA en presque un prompt, je fais vos contenus, un prompt, je fais vos images. Ce truc-là, de promettre un truc à paillettes, tu vois, à des dirigeants qui voient des budgets, du coup les budgets sont réduits, tu vois, et en même temps, il y a un copier-coller, il y a un truc, tu réponds plus aux besoins de singularité de la boîte. C'est quoi ta lecture de cette dérive du marché? J'ai le sentiment que c'est une dérive, mais... c'est bullshit d'un côté, cupidité de l'autre. OK. Donc, en ce sens-là, moi, j'y adhère pas. OK. J'aurais tendance à mépriser ceux qui vont en mais fond là-dedans. Ton sentiment, c'est qu'à un moment donné, on arrivera dans un mur et ça va toucher, parce qu'il y a quand même cette dérive, quand même, globalement. Oui, mais tu sais... En partie en temps de crise, où en fait, on réduit les budgets. On est constamment à s'enflammer pour des trucs, puis après ça, à se ramener sur le plancher des vaches, comme on dirait au Québec. Vous avez des vaches au Québec? On a de très belles vaches et de très bons laits, presque aussi bons qu'en Bretagne. OK. Autre sujet. Ouais, et de très, très bon fromage aussi. Ouais. Et là-dessus, je sais... Moi, tu m'as jamais invité chez toi. Moi, je dis ça, j'irai. Ben non, mais je t'ai invité, c'est que tu ne penses pas. Mais je sais que... Mais ce que je veux dire, là, c'est qu'au bout du compte, il faut faire attention aux préjugés qu'on a sur l'IA. L'IA va avoir un rôle. On peut pas... Tu sais, moi, je peux pas, comme un beauf, dire « Ah, l'IA, c'est pas bon. » Ouais, bien sûr. C'est ça. Mais c'est pas vrai que je vais dire que l'IA va tout faire, puis c'est pas vrai que je vais dire que l'industrie va disparaître, puis c'est pas vrai que je vais surtout admettre que la pertinence des agences créatives pour créer des marques, les rendre pérennes, les faire thriver dans un univers concurrentiel mondial complexe, cette raison d'être-là, pour moi, elle va rester. Après ça, l'IA, pour moi, c'est un outil. Et des outils... Il faut le vraiment ranger en tant qu'outil. Les outils, il faut les piloter, il faut devenir de magnifiques pilotes de l'IA. Il ne faut pas se perdre dedans. Quoi. Mais l'IA ne devient pas le fond de ce qu'on fait.
Il faut garder une vision claire sur où on amène nos clients. OK. Puis ça, l'IA ne peut pas faire ça pour l'instant, en fait. OK. C'est quoi les trajectoires de Camden? Bien, Camden veut amplifier son positionnement international, c'est-à-dire challenger les grands groupes sur le marché intermédiaire, peut-être pas les Coca-Cola ou les BMW de ce monde, mais sur des marques qui ont des besoins de porter leur valeur dans différents marchés à travers la planète, en étant très pertinent localement, sous le couvert d'une marque qui est constante. On a besoin de ça. On a besoin d'agences qui peuvent répondre à ces besoins-là, avec énormément de vélocité dans les projets. De plus en plus, tu penses que c'est vraiment de plus en plus attendu? Oui. La vélocité, tu sais, les réunions, là. Je ne vous dirai pas combien d'heures sont perdues, de centaines d'heures dans des réunions avec des gens dont on ne sait pas pourquoi ils sont. Ouais, mais t'es radin. C'est ton côté radin, ça. Une réunion, c'est 30 minutes. C'est 30 minutes. Putain, moi, je suis déjà à 45, toi, t'es à 30, la vache. C'est 30 minutes, c'est 3 objectifs, c'est un leader, on sort de là, on sait qui fait quoi, on avance. On a un bulldozer. Ouais. Donc, ce que je veux dire, là, c'est Camden a sa raison d'être, il va amplifier son positionnement international dans les prochaines années, et on a des ambitions partout dans le monde. Ça, on est Attends, t'es déjà en Europe, en Amérique Asie. du Nord, en Asie, Oh oui, attendez, l'Océanie, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et tout le tralala. Amérique du Sud. Oh oui, absolument. Ça, c'est parce que t'as envie de te faire bronzer un petit peu, machin? Ouais. Ah ouais, mais t'avais raison. Ouais. OK. Tu te vois où dans 5 ans, 10 ans, toi? Moi, je nous donne jusqu'à 2030 pour achever le gros de ce qu'on veut devenir. Et je vais être central à ça. Après, à partir de 2030, je vais tranquillement descendre et déléguer davantage. Et à quel moment tu te diras, toi, Mathieu, j'ai atteint ce que je voulais atteindre? Et je parle pro-perso, là. Oui. Quand on aura... T'as bougé le pied comme ça? En plus, il est joli ton rond. Oui, c'est ça. Quand on aura... Ouais, c'est ça. Quand on aura fait la transition de nos parts, Marie et moi, vers un panel de la relève... Qui va porter le truc. Qui pourra porter le truc autant, sinon bien que nous. Et qui va le porter, pas uniquement d'un point de vue business, mais qui va le porter dans son cœur avec les valeurs qu'on a voulu amener. Ouais. On a 4 valeurs chez Camden, on n'a pas 5. 4? On a 4. C'est beaucoup, 4 déjà. C'est beaucoup, mais... Attention. Mais attends, tu vas me les dire. Je suis curieux, là. Ouais. Attention. Vas-y. La première valeur semble triviale et évidente, mais c'est l'audace. Et pour nous, l'audace, ça veut dire de... C'est un peu galvaudé, hein, donc j'attends que tu me racontes. Mais pour nous, l'audace, c'est le courage d'aller à contre-courant. C'est le courage de tenter des patterns contre-intuitifs, d'envisager le contraire de l'évidence. Pour moi, l'audace... Mais pas juste pour contredire. Non, pour arriver plus vite à bon port, pour défricher de nouveaux territoires. Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, après on viendra aux 3 autres valeurs, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est être capable de dire à un client, je vais pas te faire plaisir, je vais à la contresens parce que ça va te servir. C'est ce courage-là? Oui, absolument. C'est exactement ça. Et nous, ben, ça s'appelle la pensée rebelle, c'est notre philosophie en création chez nous. Ça, c'est ton côté britannique, ça. Ouais, tu trouves? Ouais. Je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois francophones qui seraient fiers de se faire dire sur votre côté britannique. OK. J'adore la Grande-Bretagne, j'adore Londres. D'ailleurs, c'est un des grands tabous au Québec. Comme Québécois, lorsqu'on arrive à Londres, on se sent bien parce que c'est les mêmes volumes que Montréal. Ouais, de ouf. La deuxième valeur, c'est la rigueur. La rigueur parce que on a beau avoir les meilleures idées du monde, si on n'est pas capable de se lever tôt le matin, de faire arriver les choses et de le faire dans le détail, on vaut rien. Ah, je suis d'accord, de ouf. On Tellement d'accord avec ça. disparaît. On disparaît. Ah, d'accord. Mon premier client... La mise en œuvre. Et le... Oui, quand j'avais 22 ans, premier studio de L'année design. dernière. Mon plus grand client à l'époque, et presque unique client, je vais nommer son nom, il s'appelait Alain Labonté, de la grande papetière Très joli nom. Kruger, une grande papetière en Amérique, fondée à Montréal. Il me dit, Mathieu, vous avez énormément de talent, toi et ton associé, mais si vous ne livrez pas, vous êtes mort. Tellement Je raison. lâche. Tellement raison. Et moi, ça m'est toujours resté dans la tête. Donc, la rigueur, livrer. OK, deuxième valeur, la rigueur. La troisième, l'humilité. Nous ne sommes pas nos idées. Oh la vache, attends, là, il y a un côté... Bon, on boit un truc pour dire ça où nous ne sommes pas... Vas-y. Nous ne sommes pas nos idées dans le sens où, en création publicitaire, il y a énormément d'ego par des créatifs qui s'attachent un peu trop à leurs idées. Ouais, qui mettent... Et dont le lien... Et en même temps, c'est leur force.
Oui, mais le lien entre l'identité, la structure de personnalité, etc., quand il n'y a pas de frontières et que les idées deviennent ce qu'on est, et le rejet d'une idée revient le rejet d'une personne, bien là, on a un problème. Là. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me faire dire, moi, comme créatif, 10, 15, 20 fois dans l'année que je suis mort, que je n'existe pas, que je suis un pas bon parce que mon idée ne tient pas la route. Ouais. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'ego. Ouais, on n'est pas des plantes faut vertes. trouver le juste milieu, quoi. On n'est pas des plantes vertes. Mais il y a une marge entre ne pas avoir d'ego et avoir un ego qui va venir prendre la place sur les projets. Ouais. Donc, pour moi, l'humilité est très importante. Troisième. Et la quatrième, c'est la solidarité. Et la solidarité, pourquoi? Parce que dans une agence, on est des humains qui travaillent ensemble. Ouais. Seul, on ne fait rien. On est bon parce qu'on travaille ensemble. Donc, le collectif, c'est quoi? Le collectif, c'est la cohésion, puis c'est aussi l'entraide dans le collectif. Quand une équipe est débordée, 3-4 personnes sont débordées, d'autres ont un peu plus de temps, il faut s'entraider. Ouais. Et nous, ben, ça va plus loin que ça. C'est s'entraider entre les bureaux. Ouais. Parfois. Internationaux. Montréal qui aide Lyon, Lyon qui aide Montréal et Hong Kong, etc. Compliqué, ça, hein, quand même. Oui, compliqué, mais faisable. Quand on développe les bons process et les... Mais c'est du process, c'est aussi de la rencontre, c'est du... Comment tu mélanges? C'est les deux. C'est un mix de tout. Ouais. C'est les deux. Il faut être capable de maintenir une conscience des différents bureaux sous le couvert Camden. Et l'entretenir. Et entretenir par service, que ce soit en création, en conseil, en direction, entretenir cette espèce de maillage entre les bureaux. Donc, nous, on a beaucoup de rencontres réseau pour faciliter ça. Et en bout de ligne, bien, la solidarité, c'est aider nos clients parce qu'on n'existe pas si on n'est pas capable d'aider nos clients. Ouais. Donc, ça, c'est assez clair. Les clients vont dire qu'ils ont des enjeux. On va se le dire, c'est des problèmes. Mais bon, les problèmes n'existent pas. Ça fait un peu partie du langage corporel. Oui, bien sûr. Personne n'a de problème dans la vie. Non. Nous, on est là pour régler les problèmes. Ouais. Donc, c'est identifier le problème, régler le problème, aider le client. Ouais. Aider le client personnellement dans son écosystème. Absolument, oui. Parce qu'on travaille avec des humains et aider l'organisation. L'empathie client. Exact. Ce qu'on disait à midi aussi. Exact. OK. Donc, c'est ça nos valeurs. Question... elles sont belles, tes valeurs. Hein? Et tu dirais que tu les as toutes atteintes? On est pas mal sur nos valeurs. Le problème avec les valeurs, c'est pas de les nommer, c'est pas de... De ouf. C'est de les entretenir. Exactement, oui. Et c'est de les entretenir à travers les différentes embauches, mais ça peut aller... Et en plus, plus tu grandis, c'est compliqué. Le choix des partenaires. Ouais. On fait une fusion-acquisition. Une acquisition, ben, il faut que l'ADN soit là. Exactement. Donc moi, c'est ton job, un truc sur lequel, en fait, sur le plan partenarial, acquisition, développement du réseau, c'est vraiment, je suis le gardien des valeurs. Bien sûr. Ça, avant tout. Avant même de calculer les ratios financiers. C'est d'abord ce truc-là. Sans ça, on ne peut pas avancer. L'ADN, le friendly ADN, quoi. Exactement. OK. Question qui n'a rien à voir, mais c'est rigolo aussi. Je t'apprends rien. Sur les réseaux, tu as de plus en plus d'influenceurs. Ouais. Coach en tout genre, etc. Tu dirais quoi? Tu dirais quoi de ces influenceurs? Tu dirais qu'ils sont souvent très jeunes, qui ont 20, 25 ans, etc., qui font la leçon à plein de choses, sur plein de choses, etc. Tu dirais quoi? Que c'est des opportunistes qui n'ont pas trop d'expérience, mais qui ont bien saisi la puissance des réseaux, la puissance du wording, du jargon et compagnie, et qui saisissent du truc. Tu dirais quoi? Comment tu analyses ces influenceurs qui prennent de plus en plus de place? Moi, je ne les méprise pas, ces influenceurs. Je les méprise pas. Je pense que c'est des grandes victimes. OK, vas-y. Je pense que c'est des grandes victimes de notre époque. Je crois que ces gens-là croient vraiment faire la différence, mais ne la font pas. Ouais. Puis sont victimes un peu de cette espèce de mouvance de l'image. J'étais à Saint-Tropez le week-end dernier. Ouais. C'était pathétique. Vas-y. J'ai échangé avec un ami à Montréal, on parlait de reflux de l'humanité. Je les juge pas. Il va falloir que tu développes, parce que tu vas fort, quoi, j'adore. Non, mais je les juge pas, mais ce que je veux dire, c'est pas être capable d'avoir un recul sur soi-même et de se voir aller à l'âge qu'on a, à donner des conseils, à faire comme si on a inventé le pain tranché, alors qu'on n'a pas 1 an et demi, 18 mois d'expérience dans une organisation. Pour certains, franchement, ça fait pitié. Mon fils ferait ça et je m'occuperais franchement de lui. J'arrêterais de travailler et puis je passerais plus de temps avec lui. Ces gens-là ont besoin d'amour. Ah, c'est beau ça. Je pense que ces gens-là ont besoin d'amour. Ouais. Je pense que ça témoigne
d'un manque d'une grande carence d'une grande souffrance, d'attention, ouais. d'une souffrance, Je suis d'accord avec toi. d'un besoin de reconnaissance. Ouais, bien sûr. Puis regarde, je vais être le dernier à lancer la pierre, j'en souffre de ce besoin de Ouais. reconnaissance. Puis Mais ça tu ne te perds pas pour autant, quand même. Mais je pense qu'il faut en être conscient. Et quand on n'en est pas conscient, ben, C'est encore pire. on devient un peu l'instrument de nos délires Ouais. ou de nos névroses. Puis c'est franchement pas constructif. Alors moi, quand je vois ces gens-là, le premier réflexe que j'ai, c'est pauvre petit, pauvre petite. Tu sais, j'aimerais ça leur parler. Tu es confiant sur l'évolution de l'humain, de manière générale? Je pense que l'humain vit à travers de grands cycles. Et on n'est pas dans le haut d'un cycle. Je dirais qu'on est plutôt dans une... On est en train de raboter le sol? On est dans un... Ouais, on est au ras des pâquerettes, là. Les pâquerettes, c'est joli en même temps. Oui, mais dans un bas de cycle qui n'est pas très glorieux. Mais c'est-à-dire que ça va rebondir? Je crois, oui. Moi, j'ai profondément confiance en l'humain. J'ai profondément... Sur le côté optimiste? Et même sur le côté environnemental, sur les crises climatiques et Donc tout tu penses qu'on va taper le sol, ça va rebondir? Moi, si on ne peut pas avoir confiance en l'humain, pourquoi on existe? C'est un truc pour moi qui est très fort. Tu as tellement une dimension poète, j'adore. Ben pourquoi? C'est vrai. Si on croit que l'humain va se planter et qu'on va tous mourir... Bon, on arrête tout, quoi. Là, on y va, vas-y. Pourquoi faire ce qu'on fait? Fini, ouais. Pourquoi développer une entreprise? Pourquoi vouloir la porter à l'international? Ça devient absurde. Donc moi, j'ai confiance en l'humain. J'ai confiance en l'intelligence collective. Autant on peut être des gros connards collectivement, autant on peut être très, très puissant. Et on l'a vu dans le passé. Et l'histoire n'est pas que négative. Non. Tu as raison. Il y a deux types d'intelligence collective. Il y a celle où c'est n'importe quoi, les connards. Et puis après, il y a celle encore plus basse, où il faut tomber peut-être très bas. Et du coup, il y a une sorte de rebond collectif positif. Et là, je crois qu'on est mûr pour un rebond, par contre. Je crois qu'on est franchement mûr. OK. Ça va rebondir, quoi. Donc tu restes optimiste? Oui, je reste optimiste, je l'espère. OK. Et j'espère contribuer aussi à ce qu'on rebondisse. On doit tous aussi travailler pour ça. Tu sais, c'est pas une fatalité. Ta quête profonde, c'est quoi, en fait? Si tu devais poser ta quête... moi, je peux te partager la mienne. Ouais. La mienne, c'est de faire le bonheur des gens autour de moi. Il a mon moteur. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai les gens, si je les aide et je participe au fait qu'ils soient heureux, je suis heureux, moi. Leur bonheur fait mon bonheur. Et elle a ma quête profonde. Je la partage comme ça. C'est quoi la tienne? Mais tu vois, moi, je suis un peu différent de toi dans le sens où, pour moi, le bonheur, c'est un truc qu'on capte à certains moments. Je ne crois pas au bonheur absolu. Moi, je ne parle pas de bonheur absolu du tout. Non, je sais, mais le point, c'est que moi, je crois qu'on trouve un sens, l'humain trouve un sens dans la cohésion et dans son rôle social. Ouais. L'être humain est un être social. Ouais. Et je crois qu'à travers, très humblement, notre petit projet Camden qu'on essaie de porter, je crois qu'on essaie de donner un sens à ça. Bien sûr. Et en transcendant ce sens-là, pour moi, cette quête de sens mène à une paix. Je parlerais plus de paix intérieure, une paix intérieure qu'un bonheur, sachant que le bonheur, il prend aussi son sens dans le malheur. Donc, il faut être capable de vivre les deux. OK. 2 questions encore. La première, si tu devais... on va parler de Zol 2 secondes. Oui. Si tu devais raconter, peu importe, tu te démerdes, tu racontais Zol. Si tu devais dire Zol, tu dirais, peu importe, tu te démerdes. Mais ça, je dirais que vous êtes une bande de joyeux lurons qui semblaient avoir pas mal de plaisir à travailler ensemble. Je dirais que ce que vous faites, que ce soit en digital, en écosystème de marque digital, en acquisition, en peu importe, en transformation numérique, ça s'inscrit dans les besoins très concrets des entreprises. Et je crois que peu d'entreprises dans le registre de Zol le font avec autant d'humanité. Et ça, pour moi, c'est... puis je te le dis, Éric, et on ne serait pas amis, je te le dirais autant, pour moi, c'est beau. C'est beau et c'est louable. OK. Trop bien. Merci beaucoup pour ça. Et ce moment, tu dirais quoi de ce moment? Bien, écoute, ce moment, c'est un beau moment parce que je me sentais en confiance avec toi. Trop stylé. Trop bien. Merci beaucoup. Merci, Éric. Et on finit toujours par un bisou. Toujours, hein, c'est normal. Hein. Et le bisou, il faut se lever. OK. Il faut se baisser parce que le cadre est bas. Okay. Donc, c'est une règle d'or. Okay. Ça demande un peu de gym. Okay. On est bien ou pas? Il est grand. Il est très grand.